persil, menthe, coriandre. Des herbes fraîches, des produits de saison, des légumes du marché et des frites maison. De terre. Et après, on va les cuire une deuxième fois là-haut. Nous ne sommes pourtant pas dans la cuisine d'un bistrot ou d'un grand restaurant, mais dans un kebab en plein cœur du quartier chic de la Bourse à Paris. Ici, on se presse pour le fameux sandwich oriental, un grillé vert, c'est ça? Revisité par Fred Penneau, l'ancien patron du Châteaubriand, un restaurant gastronomique de la capitale. Ici, pas de brochettes de volaille congelées, comme c'est l'usage dans la plupart des restaurants de kebab, mais du veau rôti à cœur, sélectionné chez Hugo Desnoyers, le boucher des stars. Donc c'est des veaux qui sont élevés sous la mer. Ils sont élevés avec leur maman. Et là, c'est un veau qui vient de l'Aveyron. C'est tendre, ça a du goût, c'est une belle mâche. Ça prend bien aussi le feu, ça prend le côté un peu croustillant. Une idée un peu folle, inspirée de ses voyages au Moyen-Orient. C'est bien, c'est léger, le pain est fin, on n'a pas obligé de manger beaucoup de pain. Il y a du persil, j'aime les persils. Du citron, du persil, de l'échalote ou l'ail frais. Excellent. Et il n'y a pas que la viande qui soit de qualité. Le secret de la préparation, c'est aussi le pain fabriqué à la demande avec les meilleurs ingrédients. Fred Penneau revisite à sa manière le kebab fait maison. Donc voilà la galette qu'on a passée au four, qu'on fait avec des farines bio, farine blanche, farine d'épeautre, un petit peu de levure de malt. Et après, on a toutes les sauces. Donc il y a la petite pois, la sauce au petit pois cumin, menthe. Ça c'est la sauce tomate, c'est des tomates vertes crues avec piment et oignon blanc. Ça c'est la sauce au foie de morue et citron vert. Et ça c'est la sauce blanche avec réfort. On a coupé la viande de veau de lait chez Desnoyers. On déglace avec un jus de citron. Donc là, un petit peu de tandoori, de saveur du cachemire. C'est des épices qui viennent d'Inde. C'est magnifique. Je peux rajouter un peu plus d'herbe encore. Salade, là tu mets la viande dedans. Et ça plaît, malgré le prix. Près de 9 € pour un sandwich, c'est 2 fois plus que le kebab traditionnel. C'est la première fois que vous venez ici? Première fois, oui. Première fois. Enfin, pas dans le quartier, mais ce restaurant, oui, la première fois. Vous êtes habitué à manger des kebabs? Pas régulièrement, mais oui. De temps en temps, oui. On en mange. Mais quelque chose de nouveau aussi. On peut aller manger un kebab sans que ça soit non plus ambiance kebab. Oui, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas trop l'esprit kebab non plus. Hein. Parce que là, pour 2 plateaux, on s'en sort pour 30 € à peu près. Donc, on est plus sur une addition d'un restaurant qu'une restauration rapide. Si Fred Penneau a fait le pari d'un kebab de luxe, c'est pour redorer l'image de cette spécialité orientale, souvent décriée. Avec plus de 11 000 établissements indépendants, la France est le 2e pays au monde derrière l'Allemagne en nombre de restaurants kebab. Un chiffre d'affaires de plus d'1,2 milliard d'euros, ce sandwich est devenu synonyme de succès commercial pour la restauration rapide. Un créneau où l'investissement est faible et la rentabilité rapide. Alors nombreux sont ceux qui tentent leur chance. Mais avec des économies faites sur la qualité des produits et les règles sanitaires, près de 2 tiers des restaurants de kebab seraient non conformes à l'hygiène, selon les services de la répression des fraudes. En France, c'est la Direction de la protection de la population, la DDPP, qui organise les contrôles d'hygiène. Justine et Mathias sont inspecteurs dans le département du Val d'Oise. Aujourd'hui, ils vont effectuer leur premier contrôle dans une rue où se trouvent plusieurs établissements. Comme ils ne sont jamais les bienvenus, ils se garent toujours à l'écart, une astuce pour ne pas se faire repérer. S'ils nous voient arriver, ils risquent de fermer les établissements, les rideaux. Donc, et après, on ne pourra plus faire les contrôles. Donc là, on va créer un effet de surprise pour au moins rentrer dans le premier établissement que l'on verra et qu'on a envie de contrôler. Ces inspecteurs effectuent plus de 150 contrôles par an. Aujourd'hui, ils vont se concentrer sur les vendeurs de kebab de la ville d'Enghien-les-Bains. Et leur premier contrôle dans ce restaurant du centre de la ville va se révéler édifiant.
Monsieur Minibur, Madame Guido, direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes du Val d'Oise. On va faire un petit contrôle de votre établissement. Ouais, vas-y. Direction les cuisines de ce premier restaurant pour le début de l'inspection. Et déjà, une première surprise. Madame Claudie, service de la répression des fraudes, on vient pour faire un contrôle de votre établissement. Ouais. Vous vous lavez la tête. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, je me rafraîchis un petit peu. Un contrôle qui commence fort. Justine est médusée, c'est la première fois qu'elle est confrontée à ce genre de situation. Vous n'avez pas de vestiaire pour le personnel? Si. C'est où? Là. D'accord, c'est pas séparé de la cuisine. Donc pour vous, vous lavez les cheveux dans l'évier, vous préparez les denrées et vous changez en tenue de travail dans la cuisine. Ça me choque pas. Et apparemment, cela ne pose aucun problème à l'employé. Pour moi, c'est rien de grave, rien de choquant. D'accord. Et je me suis mis un peu d'eau sur la tête, c'est pas... Non, vous étiez en train de vous savonner les cheveux. Non. Aucun savon, non. Je me suis savonné les mains. Pour ensuite appliquer de l'eau sur mes cheveux. Face à cette explication un peu tirée par les cheveux, Justine va demander la présence du gérant pour passer l'ensemble de la cuisine au peigne fin. Mathias. Oui. Tu as pu voir quelqu'un là-bas en cuisine? Oui, il y a le gérant. Tu peux le faire. Alors, ma collègue a des petites choses à vous dire. Oui, pas de problème. Liste cachée comme ça. Ça, là, je l'avais après pour j'ai fait le kefta. Vous faites des keftas Ouais, c'est pour ça. Alors. Mais je suis tout seul tout à l'heure, j'ai pas vu papier aluminium, c'est pour ça. Je suis pressé. Là, c'est pas très propre, monsieur. On nettoyé, pas de problème. À peine arrivé, le gérant est pris à partie par Justine. C'est cassé, là. Non, ça, pour... j'ai fait exprès, ça. Quand j'ai fait la bouteille, top direct. C'est interdit, j'ai fait... Tu me dis quelque chose, Vous avez fait une formation à l'hygiène? Oui, j'ai fait, ouais. En Mais quelle ça fait année 2011 ou 2012. D'accord. Et votre personnel, il a été formé à l'hygiène ou pas? Bah, personnel, chaque mois il change. C'est pas, il reste les mêmes. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont un vestiaire en cuisine, monsieur? J'ai pas d'autre place. J'ai pas... D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est quand on est arrivé, votre personnel était en train de se laver la tête dans la cuisine. Ouais. Bon. Faut me donner une explication? Au principe, nettoyer chez eux, c'est pas chez moi ici. Hein. D'accord. Voilà, je vais lui dire. Ouais. Non. Et ça, c'est quoi? Ça c'est la viande, la dinde, c'est là. Quand j'ai D'accord. coupé. Des sachets plastiques, monsieur, comme ça? Interdit. C'est pas possible dans la mesure où c'est pas un sachet apte au contact alimentaire. En effet, au contact des aliments, ce plastique non certifié peut se dégrader et engendrer un risque toxique. Mais ce n'est pas tout, Justine interpelle encore le gérant pour une autre anomalie. Il n'y a pas de bouchon. Mais celle-là, en principe, elle est finie, mais je sais pas pourquoi elle est mise Il en celle-là. reste, attends. Et dessous, il y a quoi? Non, pareil. Les cordons bleus, là. Non. Ce sachet comme ça, c'est pas possible, hein, il s'est tout ouvert, là. Ah là, mon collègue, là. Le gérant commence à avoir des sueurs froides. Pour justifier la présence de cordons bleus à même le sol du réfrigérateur, il n'hésite pas à incriminer son collègue. Mais qu'importe le responsable, manifestement, il y a un véritable problème de protection et de conservation des aliments dans ce restaurant. Il y a quand même beaucoup de débris alimentaires hein, dans votre... Allez, on a quand même... Ouais, c'est Non. obligé de... Vous voyez, vous avez un steak haché là qui est... Voilà, donc ça part à la... C'est interdit. Ça, voilà, allez, hop. Le givre, là. Non, c'est pas Et normal. la propreté Non, dedans. c'est pas normal. Mais vous l'aviez vu ou pas avant qu'on vous le dise? Pour faire appel à l'indulgence des contrôleurs, le restaurateur indélicat va se confier. Un élan de sincérité qui va s'avérer contre-productif. Même, par exemple, dans le comptoir maintenant, il demande un steak. La vérité, steak. Je suis pressé, même de temps en temps, je laisse le frigo ouvert. De temps en temps, non, je parle la vérité, c'est pas... Justine a du mal à en croire ses oreilles, mais elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Dans le réfrigérateur, elle découvre des pâtes à pizza dissimulées sous un torchon. Monsieur, le linge sur la pâte, c'est pas possible non plus. Hein. Vous voyez que ça a tout collé. Non, ça après, je lave avec de l'eau. Je lave avec de l'eau. Je mets parce que je cherche. Apparemment, le gérant n'a pas compris qu'il s'agissait d'un problème d'hygiène et pour faire preuve de sa bonne foi, il fait la démonstration de sa méthode de conservation plutôt étonnante. Quelques gouttes d'eau sur le torchon pour décoller la pâte. Un rinçage du torchon sale sous l'eau du robinet et le tour est joué.
Mais Justine et Mathias ne relèvent même plus, car ils viennent de découvrir où la pâte est pétrie. Ça sert à quoi ce pétrin? Ce pétrin pour faire le pain et pour pizza. D'accord. Et là, c'est nettoyé, là? Nettoyer, mais pas tellement. Ah, c'est nettoyé, mais pas tellement. Non, pas tellement. Non, après-midi que je fais le pâte. Visiblement de mauvaise foi, le gérant rejette la responsabilité de l'hygiène déplorable dans sa cuisine sur son collègue. Parce que quand j'ai fait la farine. Comme le reste du personnel, il ne serait que de passage selon lui. Il faut que je nettoie. Mais mon collègue est bon. Bon. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir un seau d'eau sale? Non, Avec une serpillière à côté. Ça, c'est pas normal. En principe, extérieur. Mais mon collègue, il est ici. En principe, toujours j'ai mis. D'accord. Non, toujours j'ai mis ici. C'est interdit ici. Au vu du nombre d'infractions constatées, le verdict est sans appel. On va mettre en place une mesure de police administrative. Comment ça? Alors, je vous explique. Mathias informe le gérant que son restaurant fera l'objet d'un nouveau contrôle dans moins de 4 semaines pour vérifier que toutes les demandes de mise aux normes ont été respectées. Sinon, les inspecteurs ordonneront la fermeture de l'établissement. Mais avant d'en arriver là, comme les inspecteurs n'ont aucune confiance dans le restaurateur, ils vont lui demander de fournir au plus vite des preuves de sa bonne foi. Ok, donc, quand vous aurez nettoyé vos congélateurs, vous prenez des petites photos, vous me les envoyez à mon adresse mail, d'accord? Ok? Ok. Par contre... Voilà, après-midi, j'envoie, t'inquiète. Sans se départir de sa bonne humeur, le restaurateur raccompagne les inspecteurs sous l'œil inquiet de ses clients. Et sans rancune, il invite même les contrôleurs à boire un verre. Merci, tu veux quelque chose? Un café? Ça va aller, merci beaucoup. Oui, non, mais ça va. Bon, merci beaucoup. Ok. Allez, au revoir. Des kebabs qui ne respectent pas les normes, pour eux, c'est la routine. Ça arrive régulièrement. Bon là, en plus, on avait quand même un personnage assez sympathique, haut en couleur, qui effectivement s'enfonçait en plus au fur et à mesure des questions. Donc, À peine le premier contrôle terminé, Justine et Mathias se rendent dans un autre établissement à quelques centaines de mètres. Direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes du Val d'Oise. On vient faire un petit contrôle de votre établissement. Dans ce petit restaurant, l'hygiène semble à peu près respectée. À l'exception de l'huile de friture qui paraît avoir vécu plusieurs vies et quelques petits détails, tout a l'air conforme. Le sol est un peu collant. Mais avant de finir son inspection, Mathias est intrigué par une odeur suspecte. Là, ça sent fort. Il y a un problème dans les toilettes? Non, parce que là, il y a des remontées d'égout, là, parce que ça sent vraiment très très mauvais dans dans vos WC. Il y a quoi là derrière? Ça, je sais pas c'est quoi c'est. Si les toilettes semblent hors de cause, l'odeur semble venir de derrière cette porte. Vous pouvez me l'ouvrir? Ah, bah voilà. La porte de la cave à peine ouverte, une odeur pestilentielle se dégage. Il y a plein de pistes de souris, Ah, c'est une horreur. Bon, je pense qu'effectivement, personne n'accède là-bas, mais regarde toutes les crottes de souris qu'il y a. Juste derrière la porte de la cave, qui se trouve à moins d'1 mètre des cuisines, le sol est jonché de crottes et d'urine de souris, au milieu des gravats. Et en y regardant de plus près, Mathias va faire une découverte encore plus écœurante. Ah bah oui, il y a un cadavre de souris là-bas au fond. En fait, c'est un rat. Ouais. Mathias décide de mettre fin au contrôle, car l'affaire est grave. Le contact avec l'urine ou un cadavre de rat peut provoquer une maladie infectieuse grave chez l'homme, la leptospirose. Elle provoque de fortes fièvres et douleurs et peut parfois mener à une hospitalisation d'urgence. Mathias va donc demander au gérant de dératiser au plus vite. Là, vous avez visiblement des rongeurs qui sont juste là. Tu viens, ça fait ça pour. On va vous demander de nous envoyer des photos et de faire intervenir quelqu'un pour nettoyer et de nous en apporter la preuve. D'accord. D'accord? D'accord. Si ça se passe bien, on fera juste un avertissement derrière. Dans le cas contraire, on mettra en place une mesure de police administrative pour vous contraindre à le faire.
sous peine d'une grosse amende et de peine de prison. Je vous laisse ma carte, vous m'envoyez dans les plus brefs délais des photos, des justificatifs de facture, enfin tout ce que vous pouvez pour vous prouver que vous avez rectifié. Il n'y a pas de problème. Vous m'appelez, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Cette proximité immédiate de rongeurs avec une zone de préparation, etc., effectivement, c'est un danger. Alors aujourd'hui, on n'a aucune preuve que les rongeurs pénètrent dans l'établissement, mais ils sont là. Depuis ce contrôle, le restaurateur s'est conformé aux demandes de la répression des fraudes. Cette année, les contrôles de la DDPP du Val d'Oise ont donné lieu à 124 avertissements, 12 procédures pénales et 3 fermetures de restaurants. Si les établissements de restauration rapide sont surveillés de près, c'est parce que leur nombre a été multiplié par 3 en à peine 10 ans, passant de 13 000 à 39 000. Le secteur de la pause déjeuner a explosé, avec près de 10 milliards de repas pris en dehors du domicile chaque année. Le consommateur ne dépense que 9 € en moyenne par repas pour le déjeuner et n'y consacre pas plus de 20 minutes. Alors pour se tailler une part du gâteau sur cet énorme marché d'environ 50 milliards d'euros, les professionnels doivent constamment se montrer inventifs. Dans le quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, une nouvelle enseigne de restauration rapide au concept révolutionnaire vient de voir le jour. Alors, un chocolat chaud. Avec ceci, monsieur, ça ira? 1 € s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ici, tous les produits proposés aux clients sont vendus à prix unique. Une viennoiserie et une pâtisserie. 2 € monsieur. Là, s'il vous plaît. Des viennoiseries aux plats préparés, en passant par les sandwichs et les salades, sans oublier les pizzas, l'enseigne propose une grande variété de produits sur place ou à emporter à 1 €. L'inventeur de ce concept hors du commun, c'est Daniel Franco. Avec sur chaque étiquette un petit rappel du prix de vente. Parce qu'on a toujours des clients qui nous demandent « et ce produit c'est combien ? Et ce produit c'est combien ?» Donc pour répondre à la question de façon très facile, on a mis le prix sur toutes les étiquettes. Ça paraît tellement surprenant pour certaines personnes, c'est que on a le prix qui est partout, mais s'il y a un seul produit sur lequel il n'y a pas d'étiquette, ils vont dire « et ce produit il est à combien ?» En avril dernier, Daniel Franco a fait une entrée fracassante dans le monde de la restauration rapide en ouvrant son premier établissement à Boulogne-Billancourt. Un concept novateur qui a immédiatement attiré l'attention de consommateurs curieux. En fait, c'est le prix qu'il m'a... Voilà, j'ai vu de l'extérieur, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des trucs avantageux à 1 €, il y a des trucs moins avantageux. Mais hier, je suis venu, j'ai pris quelques trucs, des chaussons aux pommes ou quoi que ce soit. C'était nickel, enfin j'ai trouvé ça bon, même aussi bon que dans certaines boulangeries. Ailleurs, il n'y a rien à 1 €, à moins qu'une baguette, une demi-baguette, je dirais mieux. Parce que ici, les baguettes, c'est 1,10 €. Alors vous imaginez ici, tout à 1 €. C'est formidable. Donc voilà pourquoi je suis là tous les jours. Daniel Franco, déjà professionnel de la restauration rapide, décide avec son épouse de lancer un concept simple et anti-crise pour faire repartir la consommation dans un contexte économique morose. Un pari risqué qu'ils n'ont pas hésité à relever. C'est vrai que le concept à 1 €, c'est un peu perturbant parce que c'est nouveau en France. Et il y a toujours des gens qui sont un peu sceptiques. J'ai entendu au départ, oh ils ne payent pas les employés. Non, ça c'est pas possible. En France, on est quand même très géré par la loi, donc on n'a pas de souci avec ça. Et leur produit phare, c'est la part de pizza. Bonjour, bienvenue. Il n'y a pas de souci, allez-y. Mais comment font-ils pour la fabriquer à 1 € seulement ? Pour connaître leur secret, rendez-vous en cuisine avec Carole. La première recette de cette pizza bon marché, c'est une pâte élaborée à tout petit prix. On a un fournisseur à qui on a demandé une pâte bien spéciale avec notre propre recette, qui l'a fait à notre format et qu'on reçoit pour pouvoir la garnir sur place. On a fait lever nos pâtes ce matin. Carole est en train de préparer les pizzas, donc elle sait exactement ce qu'elle doit mettre comme ingrédient dessus. Combien de cuillères de tomates que vous mettez? Alors j'en ai 7. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'en ai 7. Tout est calculé au centime près, et je vais même aller plus loin, c'est au gramme près. Coulis de tomates,
Miettes de thon, mais aussi gruyère et garnitures. Tout est étudié, on n'a rien laissé au hasard. C'est impossible à 1 € de laisser quoi que ce soit au hasard. Des parts de pizza, il en vend 500 par jour. Alors, pour s'assurer une marge confortable, Daniel a calculé de manière extrêmement précise que chaque plateau devait être découpé en 24 portions suffisamment généreuses pour contenter le client. Faire rentrer des gens pour 1 €, c'est très facile, très facile. Le plus dur, c'est de les faire revenir. Une fois qu'ils ont testé nos produits, c'est rigolo parce qu'ils viennent tous les jours, ils nous disent, et en plus c'est stupéfiant parce que c'est bon. Donc, ils ont presque le sentiment qu'1 € ça peut pas l'être et au final ils sont ravis et ils reviennent. Des produits de qualité vendus en masse au prix le plus serré, c'est la recette de leur succès. Évidemment qu'on ne marge pas autant que les autres restaurateurs, mais on s'est dit, on fait un pari fou. Donc on a parié sur le volume. Alors nos marges sont beaucoup moins importantes que les autres restaurateurs, mais en réalité, ça fonctionne. Et cela marche tellement bien qu'un nouveau magasin vient d'ouvrir dans le nord de Paris. Carole, la manager, prépare dès son arrivée les viennoiseries. Et surprise, ce sont des viennoiseries surgelées. Mais pour Daniel Franco, les produits congelés peuvent être synonymes de qualité. Ce sont des produits congelés. Congelé ne veut pas dire mauvaise qualité. Donc on a des croissants, des pains au chocolat qui arrivent de l'industrie, bien entendu, mais qui sont des produits premium. Qu'est-ce que j'appelle des produits premium? Ce sont des produits, par exemple, avec du beurre d'Isigny. Quand on vend, par exemple, un croissant 1 €, je ne vais pas vous cacher que la marge est intéressante. Maintenant, j'ai préféré réduire encore un petit peu de 1 ou 2 centimes ma marge par produit vendu, de telle sorte à avoir un produit vraiment de très haute qualité. Et même si le succès est au rendez-vous, Daniel ne s'arrête pas là. Cet ancien professionnel d'une grande marque de magasins multiplie les astuces commerciales pour que son affaire soit encore plus rentable. Alors en fait, ça, on l'a fait il y a à peine 2-3 semaines sur les 2 magasins. Il y a beaucoup de clients qui nous ont dit vos cakes sont excellents parce que c'est vrai qu'ils sont faits maison. Pour le coup, là, ce sont de vraies recettes de pâtissiers faits à la boulangerie, sur place. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de les acheter avant même qu'on les ait coupés. Donc on leur a dit, ben voilà, vous avez 8 parts ici qu'on va couper chaque jour. À partir du moment où on nous a dit, ben on aimerait vous l'acheter entier, voilà, j'ai décidé de faire 8 parts pour le prix de 6. Et de là est née l'idée de faire quelques lots sur certains produits de la boutique, donc notamment sur les pizzas. Elle est à 1 € la part, mais il y a par exemple les 6 parts pour le prix de 5, les viennoiseries 11 pour le prix de 10. Donc c'est un petit plus qu'on offre à nos clients et ça fonctionne vraiment très bien. Et en matière de technique de vente, Daniel en connaît un rayon. Alors pour attirer le plus grand nombre, il a imaginé une astuce pour fidéliser une clientèle très jeune. C'est un système donc de jetons Oops Café. Donc l'intérêt de ce jeton, c'est quoi? C'est que les parents achètent des lots de 21 jetons pour le prix de 20. Donc vous voyez, malgré qu'on soit à 1 €, on arrive à faire encore plus plaisir à nos clients, puisque pour 20 €, ils ont 21 jetons. Et tout l'intérêt de ce jeton, c'est que chaque jour, ils vont donner à leurs enfants 1, 2, 3, 4 ou 5 jetons. Les enfants n'ont plus d'argent sur eux, peuvent venir déjeuner chez nous ou prendre une petite collation et les parents savent exactement où ont déjeuné leurs enfants. Et j'ai même le projet de faire des jetons dédiés aux catégories de produits. C'est-à-dire que les parents pourraient donner 3 jetons pour un plat chaud, par exemple, et 1 jeton pour pouvoir acheter des bonbons. Et ici, ils pourraient acheter des bonbons uniquement avec le jeton dédié à cet achat. C'est en multipliant toutes ces stratégies commerciales que Daniel Franco parvient à attirer de plus en plus de clients et permet à son modèle économique d'être viable. C'est dans l'air du temps aujourd'hui. Les gens ont envie de payer le juste prix des produits. J'ai de temps en temps des gens qui nous disent « Tiens, ça manquait une enseigne low cost ». Ben, je leur réponds « On n'est pas du tout une enseigne low cost parce qu'il n'y a rien qui est revu à la baisse. La qualité des produits est là, c'est juste qu'on vend les produits, à mon sens, au juste prix. » Un juste prix qui, Daniel l'espère, lui permettra d'ouvrir 10 restaurants en région parisienne avant fin 2016. Avec plus de 300 consommateurs par jour et par restaurant, et avec un panier moyen de 4 €, Karine et Daniel Franco ont réussi leur pari. Alegría.
Dans le 20e arrondissement de Paris, un homme a misé sur une stratégie opposée, celle de l'excellence. Le patron de cette pizzeria, Renaud Boucherie, nous invite à un voyage en Italie. Bienvenue à Il Posto, je vais vous faire un petit voyage à Naples. L'ambiance est totalement napolitaine, italienne, puisque nous avons que des serveurs et des pizzaiolos napolitains. Attention, hein, pas italien, napolitain. Comme dans une authentique pizzeria napolitaine, le cœur du restaurant, c'est le four. Un four d'exception pour lequel Renaud a dû recruter 2 pizzaiolos qu'il a fait venir directement de Naples. Là, vous avez Roberto, qui est le number one des pizzaiolos à Naples. Armando, qui est le futur pizzaiolo du restaurant aussi, qui est surtout lui le monsieur qui enfourne. Ce four, il l'a fait construire en Italie et livré par camion spécial. La vraie bonne pizza, ce qui fait la différence, hormis les produits, c'est surtout le four et la fabrication de la pâte, évidemment. Ne me demandez pas au pizzaiolo la fabrication de sa pâte. Pas possible. Jamais vous l'aurez. C'est comme si vous lui demandiez le string de sa femme, quoi. À Naples, ça se fait pas, quoi. Un secret qui permet à l'établissement de ne jamais désemplir. 3 services le midi, 3 services le soir. Tu peux installer Tim à la 5, s'il te plaît? Voilà, faisons les... Bonsoir. On a réservé. Vous, on s'est occupé de vous? Ah, ok. Là, sur la grande table? Donc 4-5 minutes, je vous mets sur le... Comme vous êtes 3? Non? Alors, ok. Et si l'on se presse dans son établissement, c'est avant tout pour assister au show quotidien des pizzaiolos napolitains. Pizzaiolo, pizzaiolo, bella, 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 bella pizza. Lui è l'esperienza del passato e io sono la classe del futuro. Et pour les 2 stars italiennes, la pizza, c'est celle-ci, la plus simple. La meilleure pizza pour eux, c'est la margarita, qui est la basique. Coulis de tomate, fabrication maison et mozzarella. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure pizza? Perché è la più semplice è la più gustosa. Diciamo che a Napoli la margherita è la pizza numero 1 che si mangia da noi. Il segreto della pizza è la passione, la prima cosa. Et voilà. Le coulis de tomate fait maison. C'est le petit coulis avec des petites herbes. Pareil, la recette exacte, en aucun cas on vous la donnera. C'est la sienne, je crois qu'elle est là. Et la fior di latte. L'huile vierge, extra vierge, évidemment. Là, il y a un travail de 2 minutes. Donc, on la pose au départ et après, vous allez voir le travail qui est fait en permanence sur toutes les pizzas. Donc, quand il en envoie à peu près 150 par soir, il faut avoir une bonne dynamique. Après, le reste, c'est que des produits qu'on va mettre dessus. Donc, on peut avoir des produits de toutes sortes. Nous, on a des champignons. C'est les seuls produits français qu'on a. C'est les champignons de Paris. C'est des champignons qui viennent d'une des rares carrières encore en France, qui sont des champignons qui sont élevés entre guillemets, à l'heure libre. Quelques produits français, mais la majorité des ingrédients utilisés viennent en direct d'Italie. Un petit trésor caché au fond de la cave. Je passe 120 kg de fior di latte par semaine, entre 120 et 140. On passe en tout avec toutes les mozzarella, parce qu'il y a la fior di latte, il y a la mozzarella de bufala, il y a la stracciatella qui est le cœur de la burrata, la burrata étant de la bufala un petit peu plus crémeuse. Donc toutes ces mozzarella rassemblées, on passe 250 kg de mozzarella par semaine. Donc on est livré 3 fois par semaine et ça part en 2 jours, tout est parti. Donc il n'y a rien qui reste en fait chez nous, tout des produits frais, donc en 2 jours tout est parti. Jusqu'au jambon, il y a que le jambon qu'on peut stocker un peu. Voilà, ça c'est le jambon qui vient directement d'Italie. On a du jambon de Parme et du jambon de Saint-Daniel qui ont 24 mois d'affinage. Et on a aussi, alors voilà, ça c'est de la mozzarella de bufala en kilos. Là, on a de la bressaola, viande de bœuf séchée. C'est pareil, ça part, on en passe 6 kilos par semaine. Le parmigiano.
Voilà, ça c'est tous des produits qui ont un certain affinage. Produits frais, ça on l'a reçu ce matin, ça. Voilà, tout ça c'est des produits, les 4 cajots qu'on a reçus ce matin. Et le jambon d'Umbea, le jambon blanc, qui est un super produit. Regardez la couleur et la qualité du jambon, quoi. Ça revient pas plus cher la pizza ça... Bah, c'est ce qui justifie un peu la différence sur une reine, quand on parlait tout à l'heure, il va y avoir peut-être 2-3 euros de différence. Mais voilà, il faut bien que ça se répercute à un moment donné, quoi. Avec 2-3 euros, vous arrivez à faire cette qualité en plus ou en moins? On a joué sur la quantité de gens qui vont en manger et justement de la rendre accessible un petit peu à tout le monde. C'est ça la différence. Mais c'est vrai que on dit toujours à la pizzeria, il y a des marges monumentales. Oui, si vous avez des produits en boîte, du jambon avec que du gras, etc., la pizza revient pas très cher. Et maintenant, quand vous mettez de la bouffala qui est beaucoup plus cher, du jambon, voilà, bon, tout justifie. Car l'objectif, c'est de ramener toutes les saveurs de l'Italie en plein Paris. Voilà. Alors là, c'est quoi? C'est une pizza italienne ou c'est une pizza napolitaine? Ah, attention, allez pas me les vexer, j'en ai pour 3 semaines. C'est la pizza napolitaine, qui est un peu épaisse, un peu craquante quand même, et qui reste quand même assez souple. Le reste n'est qu'une question de garniture. Et là encore, les Napolitains ont un secret. Ajouter les ingrédients délicats comme la salade ou le jambon italien, la bresaola, après la sortie du four. Et visiblement, ça marche. Ici, beaucoup d'habitués, notamment italiens, viennent chercher les saveurs qu'ils aiment tant. Moi. Vous avez la dernière en plus. Pour moi, c'est la meilleure. J'avais envie de retrouver un produit qui pouvait ressembler à ce que je connaissais déjà. Donc une pizza qui pouvait me rappeler des souvenirs, quoi. Et c'est tout à fait ce que j'ai trouvé en ce moment. La pâte déjà, elle est superbe, elle est pas trop fine, elle est pas trop épaisse. Les produits sont frais, la bresaola, elle est pas, par exemple, la bresaola, elle est pas cuite dans le four avec le reste de la pizza. Chose que les Français font, en fait. Ils remplissent la pizza de tout ce qu'il faut mettre dessus et après ils remettent dans le four. Et ça brûle énormément les ingrédients et ça perd de la saveur. Jamais avec la fourchette. Jamais avec la fourchette. Tu le prends comme ça, tu la plies en deux. Ouais. Tu la manges comme ça. Tu la manges avec les deux. 2 ou 3 euros de plus que les concurrents pour déguster une authentique pizza napolitaine. Un supplément de prix que Renault n'a pas de mal à faire avaler à ses clients. La moins chère, c'est la marinara. Ça, c'est vraiment la basique. Là-dessus, on rajoute un peu de mozzarella et on a la margarita. Bon. Après, tout le reste, finalement, c'est que de l'assemblage de produits divers et variés. Messieurs, 3, vous n'avez pas réservé? Pour les malchanceux, le patron a toujours une solution. Il s'est lancé dans la vente à emporter. Pourquoi je viens? Parce qu'effectivement, elles sont très très bonnes. Et non, il n'y a pas à dire, il n'y a pas beaucoup de bonnes pizzerias dans Paris. Et cette pizza est sublime. Je pense que c'est tout un art, déjà rien que la pâte. Faire une bonne pâte, on ne trouve pas une bonne pâte à pizza dans toutes les pizzerias. Souvent c'est du congelé ou c'est pas fait maison. Non, c'est très bon. Et même ceux qui ont eu la chance de manger à table ne se privent pas de reprendre une pizza à emporter pour prolonger le plaisir à la maison. Le tout, c'est d'y aller une première fois. Après, on y goûte et vous emmenez un peu de nous chez vous? Exactement, on n'est pas laissé. 3 minutes au four bien chaud et elle retrouve une partie de son éclat. Merci, monsieur. La France est le 2e consommateur de pizza dans le monde, après les États-Unis et devant l'Italie, avec plus d'1 milliard de pizzas englouties chaque année. Et certains ont trouvé une astuce pour nous en faire manger encore plus. À Viarmes, dans le Val d'Oise. Comme tous les vendredis, sur la place de l'église, Bertrand gare son camion à pizza. Connu depuis des années, il est pris d'assaut sitôt le rideau levé. Bon, je vais prendre une reine, une grande, s'il vous plaît. Une grande reine? Ouais, on va prendre une 3 fromages ou 4 fromages. 4 fromages. 4 fromages en petite. Petite 4 fromages, oui. Son business marche bien, car tout le monde apprécie son savoir-faire. On a déjà goûté ici, on connaît ce qu'il fait.
Donc du coup, je sais que c'est frais, je sais que tout est bien fait. Et puis le goût, il est très bon. Pizzaiolo depuis 20 ans, Bertrand sillonne la région de village en village. Et il y a 1 an et demi, il a trouvé un moyen d'augmenter son business. Il a investi dans ce distributeur automatique de pizza. Et pour savoir quand venir réapprovisionner le distributeur, il suffit à Bertrand de consulter son smartphone. Grâce à une application et un site internet personnalisé, Bertrand peut gérer en temps réel l'état de son stock. Voilà, regardez, vous avez le petit détail là en fait, vert c'est pizza fraîche, alors pizza moyenne. On parle de conservation en fait, en délai, parce qu'elles sont limitées à 3 jours, 72 heures. Donc en fait, ça permet de nous visualiser le délai de fraîcheur en fait. Bertrand s'est adapté aux nouvelles technologies et a investi 40 000 € dans ce distributeur dernier cri. C'est quelque chose de nouveau pour moi aussi, voilà, ça faisait 20 ans que je faisais le camion, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et je trouvais que le distributeur était un nouveau moyen de m'investir, d'agrandir, sans avoir un investissement trop important. Alors depuis le début du mois, nous avons fait 574 pizzas vendues, qui a un chiffre total de plus de 5 000 €. Et depuis le début de la machine, a fait 16 125 pizzas, avec un total de 138 000 €. Avec plus de 1000 pizzas vendues par mois, son objectif est largement dépassé et Bertrand peut désormais afficher fièrement son succès. Et le fait que j'affiche qu'il y a 10 000 pizzas en moins d'1 an, est évident que ça peut attiser une certaine jalousie. Donc je pense que ça peut aussi donner des idées à la concurrence, quoi. Après avoir réapprovisionné son distributeur, Bertrand repart aussitôt installer son camion dans le village voisin. Il lui est désormais possible de vendre des pizzas à 2 endroits différents, en même temps. Et ça marche. Il suffit de sélectionner sa pizza préférée sur écran tactile et de régler par carte bancaire. Résultat, une pizza chaude en moins de 3 minutes. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait les 2 portes. Je me demandais seulement s'il n'y avait pas du monde derrière qui faisait les pizzas. Et vous venez combien de fois Là déjà ça fait... je suis venue il y a 2 jours. Ce petit bijou de technologie, on le doit à une société française basée à Lisieux, en Normandie. La société Adial crée et commercialise ses distributeurs de pizza depuis bientôt 15 ans. Il est le plus important fabricant dans le monde. Loïc, propriétaire d'une pizzeria dans la région, envisage lui aussi d'investir dans un distributeur automatique pour se décharger de la vente à emporter aux heures de pointe. Ce matin, il a rendez-vous avec Ludovic, directeur commercial. Il a apporté 2 pizzas pré-cuites pour effectuer un test grandeur nature. Donc voilà, très bien. Ouais. Oui, la pâte est pré-cuite, la garniture est fraîche dessus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ma pizza ne bouge pas et qu'on retrouve la même texture, la même onctuosité. Et donc là-dessus, qu'est-ce que ça va bien affinir le cuir? Est-ce que ça va, et non pas altérer le goût? Et moi, quand je vois ça, ça me fait penser à l'industriel, tout simplement. Loïc s'interroge sur la qualité. Sa crainte, c'est de voir le goût de sa pizza dénaturé par la machine et que ses clients habituels soient déçus. On va les mettre dans les boîtes spécifiques aux distributeurs et on va les tester. Alors ce qu'elles ont spécial, c'est un format qui peut être étonnant puisque déjà il y a des trous au fond de la boîte. La boîte va rentrer dans le four de la machine et des plots vont décoller la pizza du carton pour être sous un flux d'air bouillonnant. Le test peut commencer. Ludovic place la pizza dans la partie réfrigérée de la machine, là où elle doit être stockée avant d'être commandée et réchauffée au four. La pizza avait l'air assez généreuse, elle doit être autour de 500-600 grammes. On va la mettre un peu moins de 3 minutes, on va faire un test par exemple à 170 secondes. On peut jouer sur la température et la puissance, on va les laisser comme ça à 60% sur une puissance assez standard. On va faire un premier test de cette manière. Fruit de plusieurs années de recherche, le distributeur est un véritable concentré de technologie. Pour comprendre comment ses clients seront confrontés à la machine, Loïc joue le rôle du consommateur afin de s'assurer de sa facilité d'utilisation et lance la commande de la première pizza.
Donc on a présélectionné la Palazzo et ben, on va aller au paiement. Je te laisse cliquer. Et c'est parti. Aussitôt la commande effectuée, le robot retrouve la pizza sélectionnée dans la partie froide du distributeur et la transporte vers l'espace de cuisson. La boîte à pizza spécialement conçue peut résister à une température de 250 degrés. Le couvercle de la boîte est automatiquement ouvert lors de l'introduction dans le four et permet à la pizza d'être soulevée et cuite par un système de chaleur à air pulsé. Après 3 minutes de suspense, pour Loïc et sa pizza, c'est le moment de vérité. Allez, on va découvrir, en espérant qu'on ne s'est pas trompé dans les réglages. Déjà visuellement, on a fait trop cuire. Oui, un petit peu sèche. On a le côté croustillant, peut-être un petit peu trop. Là, c'est trop. Oui. La prochaine, on va la mettre moins forte. Pas totalement convaincu par la démonstration, Loïc souhaite immédiatement procéder à un autre test avec la deuxième pizza. Après quelques réglages de durée et d'intensité de cuisson, une deuxième pizza peut être soumise au verdict de Loïc. Eh bien, on va goûter. Le résultat est bluffant parce que c'est vrai qu'on peut prendre une part. La pâte, elle est brunie, elle n'est pas cramée. Elle donne envie de la manger carrément. Très bonne. À partir du moment où le client retrouve ce qu'il aime, je pense que oui, il y a fort à parier que ça ne peut que marcher, oui. Il faut savoir évoluer et nous, des fois, nous sommes très pris par l'emporter sur ce qui nous fait ralentir le service en salle. Et si on pouvait se délester un petit peu avec un distributeur, pourquoi pas. Merci à vous et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Loïc est convaincu, il devrait prochainement investir 40 000 € dans un distributeur. L'entreprise a déjà vendu une vingtaine de machines cette année. L'autre star de la pause déjeuner, c'est lui, le hamburger. Consommé principalement dans les fast-foods, depuis quelques années, tout le monde s'y met, des brasseries à la haute gastronomie, il est même décliné par les plus grands chefs, de quoi provoquer la folie chez les consommateurs. Place du marché Saint-Honoré, l'un des quartiers les plus chics de Paris. Voici une adresse où l'on s'arrache chaque midi des hamburgers, la version franchouillarde du fameux sandwich. Le patron de la marque Big Fernand, Steve Burgraff, manie les clichés avec un sens aigu du marketing. Voilà, donc j'enfile ma petite tenue de travail. Ma petite tenue de travail, c'est normal. C'est la tenue de travail de tous les Fernand qui travaillent chez nous. Donc voilà, donc quand je viens ici en service, je suis un Fernand comme un autre. Et je me mets au service des clients. Qu'est-ce que la spéciale, cette tenue de travail? Déjà, elle est le symbole de Big Fernand, un petit peu franchouillard. Hein. Donc voilà, on a notre petit béret, notre chemise à carreaux. Pour Steve, tout a commencé il y a 3 ans avec 2 copains et une recette toute simple. Bon, on va réaliser un petit hamburger. À quoi ça ressemble? Pour se démarquer des géants du secteur, il a tout misé sur un hamburger version gourmet et surfe sur la mode du Made in France. On a l'habitude en fait de faire nos hamburgers devant le client, c'est très important. Hein. Donc évidemment, tout commence par ce petit frémissement, une viande bien saisie. C'est évidemment le secret d'un bon hamburger. Voilà, donc on ne travaille pas comme dans les fast-foods, ce qu'on appelle le clam. Ici, c'est notre outil de production, c'est la plancha, c'est un vrai outil de cuisinier. Voilà, avec notre assaisonnement secret. On ne dévoilera pas notre secret. Voilà, donc le secret d'une bonne viande, c'est une viande saisie et assaisonnée. Hein. Donc c'est des steaks de 150 grammes. Il faut savoir que dans un fast-food traditionnel, c'est plutôt des steaks qui font 70 ou 80 grammes. Ici, on double la quantité, on est sur 150 grammes. Donc voilà, on est sur des portions généreuses. Voilà, il faut qu'il y ait des choses en bouche. Hop. Voilà. Un hamburger chez nous, c'est en moyenne 10-11 €. Donc voilà, ça coûte un petit peu plus cher, mais par contre, la qualité est au rendez-vous. Hop. Voilà, nos petites sauces, donc nos sauces maison. C'est quoi? C'est une sauce de quoi? C'est une sauce maison avec une recette secrète. Avec des secrets. Ah, les recettes sont secrètes, bien sûr. On a travaillé avec un chef cuisinier qui s'appelle Thomas Boutin, qui a travaillé avec nous sur ces sauces.
Voilà. Et surtout, la petite touche finale, très important, les herbes fraîches qui viennent juste d'être coupées. Voilà, hop, on est sur un petit peu de ciboulette. Et voilà. Et voilà notre hamburger. Il est prêt. Son hamburger, il l'a imaginé avec l'esprit terroir. Et on voit que c'est généreux. Nous, à la base, nous étions des clients des hamburgers de l'époque. Et on s'est dit, on voudrait absolument trouver un emplacement et un endroit qui nous permettrait de manger des hamburgers de la qualité d'un restaurant, même de la qualité top d'un restaurant, et avec la rapidité en fait, d'un fast-food. Et en fait, on a fait un hybride entre les deux, entre un restaurant et un fast-food. Et voilà, donc il n'y avait pas de hamburger gourmet à l'époque, servi aussi rapidement que les nôtres. Et donc l'idée, en fait, est venue comme ça. Voilà, bah ici on est dans l'antre des bons produits avec notre chambre froide. À commencer donc par les fromages. Donc ça c'est des fromages qui pourraient être sur un plateau de fromage. Bah, c'est ce qu'on sert dans nos hamburgers. La tome de Savoie au lait cru, la raclette de Savoie au lait cru. Voilà, c'est des demi-meules. Et puis évidemment la viande. La viande, ça c'est la viande qui vient directement du centre de la France. Une viande qui est faite pour nous, c'est de la race à viande, c'est du charolais ou de la limousine, de la viande évidemment 100% française comme tous nos produits. Ceci est un mélange qui est préparé pour nous, de telle manière à ce qu'on hache la viande une demi-heure avant le début du service, pour que ça soit très très frais. Voilà, donc ces beaux champignons, c'est les champignons qu'on utilise dans notre Lucien, qui est notre hamburger végétarien. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est quand même une très belle alternative. Et surtout, c'est un hamburger qui a énormément de goût. Donc voilà, et puis pour qu'il y ait beaucoup de goût, il faut évidemment qu'il y ait des herbes fraîches. Voilà, les herbes fraîches, elles sont ici. Et elles arrivent tous les matins. Ouais. Voilà, ici on est sur du persil. Des produits livrés tous les matins, tout comme le pain qui est fait maison. Bien là, en fait, on va découvrir notre pain. Donc notre pain, c'est avec notre propre recette, qui vient de nos propres boulangeries. C'est évidemment donc un pain maison et ça fait toute la différence quand vous mangez un hamburger. C'est pas la même chose. Le hamburger, c'est ce pain. Et pour vendre, il a aussi une méthode bien à lui. Alors ça, c'est tout ce qui se passe avant. Donc voilà. Et puis il y a tout ce qui se passe après, donc pendant le service. Donc notre service vient de démarrer. Steve emploie une dizaine d'employés qui travaillent à la chaîne dans son petit restaurant. Donc voilà, ça fait une équipe nombreuse, mais vous allez voir, hein, sur le coup des 12h30, 13h, il y a beaucoup de monde. Donc pour servir beaucoup de monde, il faut beaucoup de monde derrière le comptoir. Et en général, beaucoup de monde derrière le comptoir amène beaucoup de monde devant le comptoir. Et ça nous permet surtout d'avoir notre rapidité d'exécution. Voilà, vous allez voir, c'est un système de chaîne qui est bien au point. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! À peine ouvert, le restaurant est pris d'assaut par les clients. Alors effectivement, on a un système de chaîne qui est mis en place derrière le comptoir. Donc c'est très important car ça permet en fait de mettre chacun à son poste et d'optimiser en fait le temps de travail de chacun de telle manière à ce qu'on soit capable de servir un hamburger toutes les 40 secondes car c'est la promesse qu'on fait aux clients. On aura un Bartholomé rosé s'il vous plaît les gars, Bartholomé rosé. Voilà, on vient d'entendre donc un Bartholomé rosé qui vient d'être lancé. Donc voilà, donc la viande est mise sur la plancha. Donc là le compte à rebours est lancé. On va prolonger par les sauces ici. Et voilà. Vas-y, décale-toi, fais un petit sur le côté, tu le fais d'ici. Donc là, il a été commandé il y a une trentaine de secondes, voilà. Ah, c'est déjà fait? Ah ouais, non, il y a le goût. Ouais, mais attendez, il faut un peu de temps d'attente, non? Ah non, non, il n'y a pas de temps d'attente. Vous régalez tout de suite. Ah, ok, tout de suite. Voilà. Bon, bah merci. Bonne dégustation. Moins de 40 secondes pour être servi, ça surprend. Pardon, Mais pas question pour Steve de perdre le moindre client. Il a des arguments pour que les personnes qui font la queue n'aillent pas finir chez un concurrent. 5 minutes, vous serez servi. C'est vrai? Dans 6 minutes, vous serez à table. Servi. Ah, c'est magnifique. Formidable. On a faim. 20 mètres de queue à l'extérieur du restaurant et pour s'occuper d'eux, il y a aussi Stéphane qui assure l'ambiance et renseigne les clients en les aiguillant pour réduire leur temps d'attente. Je présente la carte pour faciliter leur arrivée en caisse et pour leur donner l'eau à la bouche la plupart du temps et parfois essayer de dissiper la perplexité sur la carte. Non, on connaît déjà la carte, on est habitué, c'est vrai. Mais on a toujours des questions. On sait qu'on va se régaler. Ça vaut le coup de faire la queue dans le froid. On le dit pas comme ça, mais... Il y a des beaux mecs aussi. À l'intérieur? Oui. Et à l'extérieur.
Stéphane est aussi là pour justifier le prix élevé. Entre 11 et 20 euros selon la formule, 2 à 3 fois plus que dans les grandes chaînes de fast-food. Malgré le tarif, ça marche, de quoi avoir le sourire chaque midi au moment de faire les comptes. Voilà, donc ici on fait ce qu'on appelle donc un encaissement d'argent. Donc le système est très simple, c'est qu'on prend de l'argent au client. C'est quelque chose qu'on a breveté et qui marche très bien depuis qu'on est lancé. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis, bien sûr. C'est le seul truc qu'on a piqué aux États-Unis et c'est l'argent. L'argent, un sujet dont Steve parle sans complexe car il assume. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ce restaurant. Son groupe en possède une vingtaine en Ile-de-France et réalise plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un véritable jackpot. 14 euros s'il vous plaît, allez-y. Effectivement, depuis que Big Fernand existe, on est une société rentable, déjà il faut le savoir. Hein. Donc on n'est pas une société philanthropique, on a vocation à gagner de l'argent. Hein. À gagner de l'argent honnêtement, c'est-à-dire qu'on vend des produits plus chers, mais parce qu'on les achète plus chers aussi. Et il se trouve que nos clients s'y retrouvent. Donc c'est important, il faut savoir qu'on est en perpétuelle amélioration. Et puis il y a un autre phénomène qui est venu se greffer à tout ça, qui est la livraison. La livraison est venue rajouter du chiffre d'affaires supplémentaire en fait à Big Fernand. Le système de livraison nous a apporté à peu près 10 à 15% de chiffre d'affaires en plus, donc c'est quand même quelque chose de substantiel. Ouais, ça ne nous a pas désorganisé. Dans notre travail, on a une capacité de production qui est quand même assez forte. Et en fait, on n'a pas réduit notre temps de production. Donc voilà, ça n'a absolument rien changé pour nous dans l'organisation. La seule chose, c'est que ça a changé un petit peu pour des clients qui n'avaient pas le temps de venir directement chez Big Fernand. Pour vendre encore plus, il s'est lancé dans la livraison en faisant appel à plusieurs sociétés de coursiers. Et là, le challenge, c'est de combien? Là, on a 10 minutes. Ouais, 10 minutes pour aller me rendre chez le client. Donc là, c'est à côté, donc j'aurais y aller assez rapidement, quoi. Avec une promesse affichée pour le consommateur, que le hamburger arrive encore chaud. Pour livrer les 2 hamburgers au plus vite, le livreur se déplace à vélo. Cela lui permet de se faufiler entre les voitures et d'éviter les fameux embouteillages parisiens. Car l'enjeu est de taille, un client qui mange froid ou qui prend du retard sur sa pause déjeuner au bureau est un client qui risque de ne plus passer commande. Alors, vous avez mis combien de temps? Là, j'ai mis 5 minutes 30. Ça va, c'était à côté. Bonjour. Vous êtes dans les temps en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Les produits du terroir, les saveurs authentiques, c'est une véritable tendance aujourd'hui, même pour la pause déjeuner, quitte à payer un peu plus cher. Certains professionnels l'ont bien compris et ont dépoussiéré leur vieille boutique pour proposer des concepts d'avant-garde. Au cœur du 16e arrondissement, voici la nouvelle boucherie d'Hugo Desnoyers, la star des bouchers. Côte de bœuf de Salers, entrecôte limousine ou veau de lait de Corrèze, ici, les clients se bousculent pour acheter les produits d'excellence du boucher des stars qui a aussi fourni l'Élysée. Mais ce nouvel établissement n'est pas une boucherie ordinaire, c'est un nouveau concept. À côté des étals de viande de premier choix, un coin de la boutique a été aménagé en table d'hôte. Bonjour, bienvenue. Une vue imprenable pour observer le travail des bouchers et savourer les viandes qu'un chef étoilé recruté par Hugo Desnoyers cuisine à la minute. C'est le côté un peu vivant de l'histoire. Généralement, la boucherie, elle est toujours fermée entre 13h et 15h ou 16h l'après-midi. Et ben là, il y a une vie, il y a une vraie vie. C'est la continuité logique de la viande qui se termine dans l'assiette. Ça fait 18 ans que je suis connu, réputé pour acheter mes bêtes moi-même. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je fais de la naissance à l'assiette. C'est important parce qu'en démarrant ce simple boucher, je me suis vite rendu compte que les 2 extrémités m'attiraient beaucoup. Donc longtemps était l'élevage et puis maintenant la restauration. Maintenant, attention, je ne suis absolument pas un chef de cuisine. Je suis juste un boucher qui fait cuire mes viandes le mieux possible. Le produit, c'est la viande. Le produit star, c'est la viande. Je ne suis pas un chef de cuisine. Je reste un boucher qui fait plaisir à ses clients. Voilà. Attention, il fait chaud. Enfin, je me suis permis d'avoir à mes côtés un grand chef de cuisine étoilé justement pour maîtriser les cuissons en cuisine. Moi, je trouve ça plus qu'important. Un éleveur, il a fait un travail de 3, 4, 5 ans. Vraiment, au quotidien, on va pas tuer la bête 2 fois parce qu'elle était mal cuite. C'est vraiment désolant, quoi. Sélection de la viande, découpe et cuisson par un chef étoilé, ce service sur mesure a un coût.
entre 20 et 150 € pour déguster une pièce de bœuf. À l'image du panaché de 3 viandes pour 2 personnes, servi à 145 €. Une pause déjeuner de luxe réservée à quelques privilégiés. Depuis 6-7 ans, la qualité des produits que j'ai, je trouve que je suis très raisonnable, quoi. Après, le prix, c'est pas seulement le prix de la viande. Bien sûr que mon éleveur est payé plus cher au niveau des bêtes qu'il me produit. C'est un contrat que j'ai avec eux, c'est pour ça qu'ils me suivent. On paye un peu plus cher les bêtes à ces éleveurs. Moi, mes éleveurs, ils n'ont pas de problème à la fin du mois. Et d'une. Mais le prix de la viande, ça rentre aussi, la partie sociale de mes employés rentre en compte dans le prix de la viande. C'est-à-dire qu'un employé qui travaille chez moi, ce sont des gens bien payés. Et ben le prix aussi des salaires et des charges et des loyers dans des beaux quartiers font un prix global et un prix final du consommateur chez vous, ce qui est un peu logique. Maintenant, je répète, je ne suis absolument pas le plus cher de Paris, et bien loin de là. Ces projets ne s'arrêtent pas là. Pour démocratiser son concept, il va bientôt ouvrir une autre adresse parisienne dans un quartier populaire. Il y proposera l'un des plats préférés des Français, le burger. Déjà fournisseur de plusieurs restaurants à burgers de luxe, le boucher nous montre à quoi ressemble le steak haché qu'il proposera dans son restaurant. Donc vous voyez, tout ce qui est abîmé de l'extérieur de l'animal, c'est ce que j'expliquais, la maturation. Et surtout le côté, on parlait de prix tout à l'heure. Justement, le prix, tout ça, le fait de nettoyer à fond, vous comprenez mieux qu'il y a une vraie perte. Qu'est-ce que vous enlevez? Là, c'est les nerfs, les aponévroses et puis du gras naturel qu'il y a entre chaque pièce de viande. Donc on vérifie bien, c'est propre. On va se faire des petites lamelles pour la machine et vous voyez bien l'intérieur. Ça devrait être toujours ça la viande en fait. Allez, donc la machine. On met ça dans le petit trou. Voilà. Il y a 2 steaks là qui sont sous vide. Nous lui avons demandé de comparer avec 2 steaks hachés que nous avons achetés en grande surface. Là, déjà, bon, alors attention, là on voit bien qu'il y a quand même pas mal de matière grasse à l'intérieur, de mélanger. Hein. Il est un petit peu blanc, on voit bien ces tout petits morceaux de gras. Bah, ça, par exemple, vous voyez, personnellement, enfin moi, voilà, quelque chose comme ça, je vais pas le manger à cru, quoi. Vous voyez, je m'y risquerai pas, quoi. Je dis pas que c'est pas bon, hein. Ça se trouve, c'est de la viande qui est, voilà, non, je dis pas que c'est pas bon. Mais après, les industriels, c'est normal qu'ils fassent des steaks hachés avec un rajout de gras mélangé, équilibré et bien pesé. Pourquoi? Parce que, justement, grâce à ça, ils ajoutent du poids. Et ça leur permet de descendre le prix de vente du bistec haché. C'est aussi, je peux dire que c'est le jeu, mais c'est un peu normal. À 21 € le kilo, Hugo Desnoyers vend son steak haché à peine plus cher qu'en grande surface. Mais en termes de comparaison, il n'y a pas photo. Ah bah oui, il n'y a pas photo, là. On voit bien la différence. Hein. La qualité du produit en lui-même, déjà une bonne viande naturelle, ça c'est sûr. Mais surtout la fraîcheur. Un bistec haché, ça va être haché frais. C'est super important. Et ce qu'il y a de bien, c'est que... Bon, là, il n'est même pas assaisonné, mais... c'est même pas assaisonné. Vous voulez goûter? Ouais, je veux bien. Vraiment. Vous avez un goût de viande. Un vrai bon goût de steak haché. C'est frais, c'est doux, je sais pas comment expliquer. Il y a un vrai goût de bœuf. Ben ça, c'est parce que ce sont des bêtes élevées naturellement, à l'herbe et au foin, tout simplement. Si le hamburger, comme la pizza et le kebab, restent des valeurs sûres de la pause déjeuner, la plus forte progression sur le marché de la restauration rapide, c'est le marché de la cuisine ethnique et exotique. Avec en premier lieu une tendance qui ne se dément pas, celle des sushis. Nous avons demandé à un expert de la cuisine française d'analyser le contenu d'une livraison de sushis. Ah, bonjour, merci. Voilà, c'est la commande, il y a le ticket avec. Merci beaucoup, à bientôt. Critique gastronomique engagé pour la cause du goût juste et journaliste spécialisé dans les problèmes de consommation, Perico Légas va nous expliquer comment faire le tri en matière de cuisine japonaise. Au menu, un grand classique du déjeuner sur le pouce au bureau. Assortiment de sushis, soupe miso et assortiment de brochettes. Donc bon, l'intéressant ici, c'est la présentation de ce sushi sashimi dans cette petite barquette avec un saumon qui est un saumon évidemment d'élevage.
Première mauvaise surprise, le saumon destiné à ce type de sushi est comme souvent importé de Norvège sous forme de surgelé. Oui, vous m'auriez vous bandé les yeux, j'étais pas sûr de... Si quand même, j'aurais connu que c'était du saumon, mais on est quand même dans une expression assez réduite. C'est vraiment un saumon bas de gamme. Je vais le goûter en forme sushi. Je vais le goûter comme sa nature. C'est comestible. Mais ça ne m'inspire aucune émotion. Ça ne me raconte rien. Voilà, j'ai un aspect de préparation à la japonaise, façon japonaise. Mais à la dégustation, on est quand même loin du compte. Et avec ce type de menu, on en a pour son argent. Vous voyez, la totalité de ce repas me coûte 11,61 €. C'est hallucinant parce qu'on n'est plus démocratisé à ce point la cuisine japonaise. On peut s'en réjouir pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller plus haut, mais il faut quand même prendre en conscience que on est quand même loin du compte. C'est-à-dire qu'on a affaire à un produit qui quand même est un produit la plus basse qualité possible. Comment les restaurateurs japonais font-ils pour élaborer des menus à si petit prix? Renient-ils sur la qualité? Pour le savoir, nous retrouvons Justine et Mathias, inspecteurs de la DDPP du Val d'Oise. Ce matin, ils vont cibler les vendeurs de sushis. Bonjour. Direction départementale de la protection des populations, répression des fraudes. On va faire un petit contrôle de votre établissement. C'est pour contrôle, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. À peine arrivé, Mathias surprend un employé qui court vers une poubelle. Qu'est-ce que vous avez mis là dans la poubelle? Bonjour. Bonjour. Comment? Justine, tu m'amènes des gants, s'il te plaît? Non, il a jeté des trucs devant moi, là. Déjà, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Dans la poubelle, c'est quoi ça? Un paquet de brochettes congelées. C'est quoi? Ça, c'est pour nous. Et pourquoi c'est à la poubelle? C'est ça que vous avez jeté, là, avant que j'arrive? Non, non. Comment ça, non? Ça vient d'où, ça? Pris sur le fait, le personnel fait mine de ne pas comprendre le français. Ça date de quand, ça? Vous avez la traçabilité de ça? Ça date de tous les jours, nous contrôle après midi. Je comprends pas. Ça, la viande, elle vient d'où? Elle vient d'où? Ça a été fabriqué quand? Les restaurateurs ignorent Mathias et communiquent en chinois pour ne pas être compris. Voilà. Mathias poursuit le contrôle. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ça, c'est boulettes. Des boulettes, d'accord. Alors, c'est vous qui les avez faites? Oui, c'est moi. C'est vous? D'accord. Elles ont été faites quand? Elles ont été faites quand? Hier. Ça, vous le donnez aux clients? Oui. Alors, ça a été fabriqué hier. Ils l'ont mis dans le congélateur et ils l'ont ressorti ce matin. Vous allez le donner aux clients? Comment? Vous allez le donner aux clients? Ça, c'est pour nous, après client, on va Les deux? Voilà. Les boulettes de viande ont été congelées dans de mauvaises conditions. Il y a un risque de multiplication bactérienne, voire de contamination quand elles vont être décongelées. Bon. Ce qui rappelle à Mathias qu'il n'a toujours pas eu de réponse à propos des brochettes trouvées dans la poubelle. Donc ça a été fait quand? Ça aussi... Ça a été fait hier matin, ça. Oui. Ça a été congelé. Pourquoi vous l'avez jeté? Vous savez pas pourquoi vous l'avez jeté? Acheté? Jeté. Jeté. Pourquoi vous l'avez jeté? Ça c'est... Pourquoi vous l'avez jeté? Ça c'est matin, elle a dit, et pas après jeter. Ça, c'est pas du matin, ça vient juste d'être sorti du congélateur au moment où on est arrivé. Vous l'avez jeté quand on est arrivé, ça? Non, non. C'est encore congelé. Regardez, ça n'a même pas décongelé encore. Pourquoi vous l'avez jeté? Visiblement, le restaurateur est de mauvaise foi et Mathias n'est pas au bout de ses surprises. Bon. Ça a été cuit quand, ça? Tout ça, c'est matin. Santé. Si. Regardez.
C'est bien. Non. Non, c'est bien. Non, ça sent pas bon. Si, pour moi, ils sont pas bons. Sans ça. Ils sont bons, le monsieur dit, moi, il dit ça c'est bon. Ça sent pas très bon. Non, non, c'est bon. Non, ça sent pas bon. Non, on vous dit que ça sent pas bon. Moi, chauffé, toi. Moi, je vous dis que ça sent pas bon. Parce que ça, c'est mettez dedans. Quand moi chauffé, après c'est bien. Toi, regardez. Le restaurateur a manifestement un odorat différent. Et pour prouver sa bonne foi, il va montrer au contrôleur comment, par un moyen ingénieux, couvrir l'odeur et donner un bon goût. Quand chauffé, après le goût c'est bon. Donc ça c'est quoi? Ça c'est du... Ça c'est du thon rouge. Du thon. Du thon rouge, oui. Du thon rouge? Du thon rouge, oui, du thon rouge. C'est ce que vous dites au client? Vous dites au client que c'est du thon rouge? Oui. Le thon rouge est plus cher que le thon ordinaire et visiblement le restaurant en propose à la carte. Il y a du thon rouge aussi? Oui, ça c'est thon rose. Voilà, ça c'est thon rose. Pourtant, aucune trace de thon rouge dans les frigos. C'est en fait du thon albacore, un poisson beaucoup moins cher. Donc c'est pas du thon rouge? Si, ça c'est... Non, c'est pas du thon rouge ça. Vous savez que ça, c'est de la pratique commerciale trompeuse. Bah, moi je vous le dis. Donc si vous n'avez pas, si c'est pas disponible, vous devez le barrer. Et il n'y a pas que le thon qui ne soit pas conforme à la carte. Un autre poisson moins cher semble vendu pour de l'anguille. Ça c'est l'anguille. Oui, ça c'est l'anguille. D'accord. Regardez ça. Donc, si on regarde les ingrédients, on est sur du congre. Congre à 80%. Le congre et l'anguille, c'est deux poissons différents. Mais c'est du congre, c'est pas de l'anguille. Visiblement, ces restaurateurs auraient du mal à bien lire les étiquettes. Le thon commun, enfin albacore qu'il présente, effectivement, est de moindre coût que du thon rouge, de la même manière que l'anguille est vraisemblablement moins chère que du congre. Donc effectivement, il y a alors, au moins une pratique commerciale trompeuse et peut-être même une tromperie par rapport à l'information du consommateur. Mais au moment de repartir, Justine et Mathias remarquent un drôle de manège autour d'un sac destiné à la livraison. Ce sac, les inspecteurs l'ont remarqué dès leur arrivée, il y a 1 heure. Il était déjà posé sur le comptoir. Le contenu ne doit donc pas être de toute première fraîcheur. Le client, il vient pas pour la commande? Non, c'est pour livraison parce que... Ah, c'était à lui à livrer. Non, ouais, Et vous avez laissé les produits là? Non, c'est beaucoup facile. Et vous avez laissé les produits là? Ça c'est cuit. C'est pochette. Non. Monsieur, je vous demande d'ouvrir le sac, s'il vous plaît. Regardez, c'est cuit comme ça. Il y a quoi dessous? Il y a des sushis? Il y a des brochettes. Mathias n'a plus aucune confiance dans le restaurateur et pour s'assurer qu'il ne ment pas, il va vérifier lui-même le contenu du sac. Il y a quoi dedans? Alors. La salade, après, il y a quoi? Du poisson cru, abandonné pendant des heures à température ambiante. C'est un vrai risque d'infection pour le consommateur. Vous allez le donner au client, ça? Ça, vous ne le livrez pas. Ok, livrez pas. Ça part à la poubelle. Oui, poubelle. Poubelle, allez où? Non, mais maintenant. Mais tout à l'heure... Non. Soulevez. Voilà. Ça, c'est jeté. Ok? Oui, ça c'est jeté. Ok. Et pour s'assurer que le restaurateur ne récupérera pas les sushis dans la poubelle, Mathias les asperge de liquide vaisselle. Voilà. Voici donc à quoi peuvent ressembler les plateaux que nous nous faisons livrer à midi. On va vous écrire, on vous tiendra informé et on va rester là. Au revoir. Le problème, c'est que beaucoup de ces établissements sont d'anciens restaurants chinois ou vietnamiens et n'ont de japonais que le nom. Le cuisinier n'a jamais suivi la moindre formation. Alors qu'au pays du soleil levant, il faut plus de 10 ans pour former un chef sushi digne de ce nom. Pour s'en rendre compte, Perico Légas tient à nous montrer ce qu'est un vrai menu traditionnel japonais. Bonjour madame. Très heureux d'être là. Allez-y, après, c'est notre...
Et tout commence dans une poissonnerie selon un rituel très précis. Ah, le poisson, il est vraiment vivant, là. Alors, c'est une poissonnerie, évidemment, destinée aux restaurants japonais. Et la restauration japonaise travaille le poisson dans le maximum de fraîcheur possible. Et s'il est vivant, c'est encore mieux. Voilà, donc, on peut considérer qu'elle est sortie du bateau. Un sushi d'exception, ça commence donc par une belle dorade tuée selon le rite Ikejime. Ikejime, ça veut dire mort vivant. Voilà. Tué immédiatement. Là, vous avez le système nerveux qui continue à fonctionner, mais le poisson est mort. Il est cliniquement mort. Là, voilà, on va planter ici, dans l'arête centrale, donc ce qui équivaut à la moelle épinière. Et là, on dévitalise tout le système nerveux, de façon à ce qu'aucune toxine ne puisse se répandre dans l'organisme. C'est ce poisson ultra frais et dont la chair n'a pas été contaminée qui va être préparé, là encore, selon une méthode ancestrale. Direction l'une des plus prestigieuses adresses de la capitale, l'un des rares restaurants japonais étoilés. Décor zen et geisha à l'accueil qui annonce la couleur aux clients potentiels. Et donc c'est un menu imposé à 198 € par personne. Et il n'y a pas de choix à la carte. Donc est-ce que ça vous conviendrait notre concept? À ce tarif, c'est à un voyage dans le temps et à une véritable cérémonie que nous invite M. Shun Miyahara, l'un des plus grands chefs japonais. Bien entendu, ces cuisiniers subissent une formation d'une grande précision par des maîtres qui transmettent leur savoir. Il y a des écoles qui leur apprennent à trancher le poisson d'une façon très précise. Pendant que M. Shun Miyahara taille ses sashimi au millimètre, un maître sushi prépare l'accompagnement indispensable à la dégustation du poisson cru. Là, il prépare le wasabi, Oui. de façon à obtenir quasiment une crème. Il fait sa petite boulette, un petit peu de... Il lui a fallu 10 ans d'apprentissage auprès d'un grand maître pour obtenir ce tour de main unique. Le résultat est une expérience exceptionnelle pour les papilles. J'ai quelque chose de soyeux. J'ai ce mariage très subtil entre la dorade grise et le ikejime. Là, il a du goût bien spécifique, c'est très typé. On est dans du grand sushi, là. C'est sushi de luxe. Mais des pauses déjeuner à 200 € par personne où l'on reste attablé pendant 2 heures reste une exception. C'était une très belle démonstration. Oui, merci madame, merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Ce que recherchent les consommateurs aujourd'hui, c'est de manger toujours plus vite. Pour cela, depuis quelques années, ils peuvent compter sur de nouvelles formes de restaurants roulants qui viennent nous servir au pied du bureau. Ce sont les food trucks. Comme chaque midi, 5 camions se sont installés au cœur de ce quartier d'affaires du 13e arrondissement de Paris. Celui-ci s'est spécialisé dans les barquettes de viande. Quelle viande vous voulez? Onglet. Ok, c'est quel cuisson? Bleu. Bleu. Onglet de bœuf haut de gamme de la race Simmental d'Allemagne, magret de canard de Sarlat dans le Périgord ou poulet fermier Label Rouge. Des spécialités que l'on peut déguster pour un peu moins de 10 €. Rapide, pas cher, la formule attire chaque jour des centaines de salariés au bas des immeubles de bureaux. La viande est bonne, les frites sont pas mal du tout et c'est surtout les sauces en fait qui sont vachement originales et je prends toujours la même. Roquefort miel. Des collègues qui m'ont dit qu'il y avait ça sur la place. Aujourd'hui, avec le soleil, on a dit on va essayer. Et la viande est vraiment trop... Comme si elle sortait du barbecue à la maison. C'est un peu plus cher que la cantine et c'est moins cher que les restaurants. Donc, voilà. Il y a la qualité de la nourriture, mais pour Edouard Katz, cofondateur de ce food truck, ce n'est pas le seul élément déterminant. L'essentiel, c'est surtout d'obtenir le meilleur emplacement. Et Edouard Katz a dû casser sa tirelire pour louer une partie de cette place privée à un grand cinéma. Car il n'a pas sollicité l'autorisation de stationner sur la voie publique. La mairie de Paris limitant les autorisations à une 50aine chaque année. En moyenne, le loyer doit être compris entre 8 et 12% du chiffre d'affaires.
Voilà, hors taxe. Mais il faut savoir qu'il y a une somme minimum à payer qui est de 70 à 135 €. Et ça peut devenir très onéreux et pas rentable. Avec plus de 100 clients chaque midi, son chiffre d'affaires avoisine les 600 000 € par an. Les food trucks se révèlent très rentables pour leurs propriétaires. Alors certains sont prêts à tout pour s'installer sur un bout de trottoir. Comme à Aubervilliers, en proche banlieue. Nous remarquons ce camion installé dans une rue commerçante. Il appartient à une famille chinoise qui propose toutes sortes de sandwichs. Nous décidons d'en acheter un en caméra cachée. Au moment de payer, un petit indice nous laisse penser que leur business n'est pas tout à fait légal. Est-ce que je peux avoir un ticket, s'il vous plaît? Comment? Il n'y a pas de ticket? Et quand nous les questionnons sur les modalités pour obtenir un emplacement, impossible d'obtenir une réponse claire. Et c'est une place, vous avez eu comment? Vous avez demandé c'est à la mairie? C'est à qui? Il faut demander à qui? Moi, je sais pas. La patronne doit travailler. La patronne, elle n'est pas là? D'accord. Alors, vous savez pas si je peux appeler la patronne pour lui demander, pour savoir comment elle a fait pour avoir l'emplacement? Parce que moi, je voudrais m'installer dans... Je sais pas. La mairie, je sais. La mairie? Ok, merci. Au revoir. Pour savoir si ce food truck exerce dans l'illégalité, nous avons appelé la mairie d'Aubervilliers, seule habilitée à délivrer une autorisation de commerce sur la voie publique. Service commerce, bonjour. Oui, bonjour madame. Et visiblement, la mairie ne semble pas au courant de la présence du camion chinois. Je voudrais savoir si vous délivrez des emplacements pour les food trucks à Aubervilliers. Il n'y a plus d'emplacements de livres. Il y a 10 emplacements et ils sont déjà tous occupés. J'ai repéré un coin dans la rue. Et je voudrais savoir s'il y a déjà des autorisations qui ont été données dans cette rue. Il y en a un rue du mais rue de il n'y en a pas. C'est peut-être celui qui fait l'angle avec le rue de la... Non, il est vraiment sur la rue. il n'a pas le droit. Pardon? Et en tout cas, il doit être sans autorisation. Ne crée plus de nouveaux emplacements. Il y en a seulement 10. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Voilà. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Qu'ils soient légaux ou illégaux, les food trucks fleurissent depuis quelques années dans nos rues. Et chaque semaine, de nouveaux venus tentent l'aventure avec parfois des concepts surprenants. Nous sommes à Savigny-sur-Orge, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Stéphane Le Provost vient d'aménager ce camion pour créer son food truck. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous faites là? Là, je viens de réalimenter mon camion en eau. Là, je vais chercher quelques éléments qu'il me faut charger. Ce qu'il propose dans ce camion est plutôt étonnant. Là, il me manque un petit peu de crocodile. Il me manque une soupe. Alors là, les produits avec lesquels je travaille. Par exemple, du crocodile. C'est la taille burger. C'est assez populaire. Quand ça devient assez populaire, là, on a du chameau. 150 grammes la portion. Chameau congelé. Du crocodile, du chameau et aussi du homard. Stéphane a décidé de se spécialiser dans l'exotique pour se démarquer de la concurrence. On y va. La vaisselle que j'ai salie hier donc, et que j'ai nettoyée. Voilà. Et retour au camion. C'est le gros avantage. Qu'on travaille avec des produits jetables. Donc, il est préférable de caser ça sur le sol, bien sûr, pour éviter tout chamboulement. Ancien chef dans un grand restaurant russe à Moscou, c'est à son retour en France que Stéphane Le Provost a décidé de se lancer dans la cuisine ambulante. L'idée m'est venue quand j'étais encore à l'étranger, j'étais en Russie à l'époque. Et j'avais l'intention de monter un bus double-decker, double étage, pâtisserie en haut, cuisine en bas, et d'aller mener de riches milliardaires russes en pleine race campagne faire la Java. Mais aujourd'hui, à défaut de la place Rouge, c'est sur la place Stalingrad, dans un quartier populaire de la capitale, qu'il gare son camion. C'est le plus important, ça? Ça, c'est le tableau, c'est la carte, c'est le menu. C'est c'est la vente. Si on veut être prêt dès l'ouverture, c'est au moins que la plancha soit déjà chaude. Mais Stéphane découvre le métier depuis quelques mois et son manque d'expérience lui fait rater sa première vente. Les soupes, elles sont prêtes? Non, elles sont pas encore chaudes malheureusement, je viens juste d'arriver. Si vous avez le temps.
Contrairement à un restaurant, ici le client ne prend pas le temps de s'installer et de patienter. Alors la soupe doit être chaude et prête à servir en quelques secondes. Il ne reste plus qu'à faire le fond de caisse avant d'ouvrir. C'est bon, on est paré pour commencer. 3 en tout, s'il vous plaît. Mais ce midi, seulement 2 curieux viendront boire un café. Vous faites du homard ici? Oui, c'est notre ferme de Lens, donc nous on est spécialisé en homard, fruits de mer, poissons. Et on fait aussi de l'exotisme, viande de crocodile, zèbre. Enfin, zèbre, je ne l'ai plus. Chameau, il en reste encore. Je termine la lignée et on va se concentrer simplement sur les crocodiles. D'accord. Voilà. C'est original parce qu'on le voit pas partout. Enfin, c'est vrai que ce serait même bien de le montrer et de faire des petits écriteaux comme quoi ils vendent du crocodile. Et... C'est marqué sur la planche, hein. C'est marqué sur le... Je pensais que c'était des espèces protégées personnellement. Donc, non, c'est de la viande d'élevage. Hein. C'est de la viande d'élevage. Donc ils font des élevages de zèbres pour destiner à la consommation. J'apprends des choses en venant ici prendre un café, donc ouais, c'est super quand même. Les heures passent et la place Stalingrad reste désespérément vide. Stéphane envisage de changer d'emplacement pour que ces steaks de chameau et de crocodile trouvent enfin leur clientèle. Car le repas de midi apporté au plus près du consommateur est une véritable tendance. Certains l'exploitent en poussant la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire en livrant les repas directement sur le bureau des salariés. À Clichy, en région parisienne, nous rejoignons au pas de course Denis Lacoste dans les bureaux de son entreprise. Denis est un homme pressé, sa société est spécialisée dans la livraison de plateaux repas pour les entreprises. Dans les entrailles de cet énorme laboratoire, une armée de cuisiniers en prépare 1 millier par jour. Notre métier est de fournir les réunions, les gens dans les entreprises avec des réunions. Alors il faut la qualité, il faut que ce soit beau, et il faut que ce soit bon, et il faut que ça arrive à l'heure. Ça fait beaucoup de paramètres. Hein, bon, beau, à l'heure. Et alors avant, effectivement, les gens, du moment que c'était à l'heure, ils se contentaient de n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Pour relever le défi, Denis a recruté David Ribeiro. Chaque jour, le chef doit élaborer en un temps record un plateau comme celui-ci, avec entrée, plat, plateau de fromage et dessert. Donc là, on est dans la partie de la production. Ça, c'est un petit sablé au parmesan avec une concassée de tomates et des Saint-Jacques et un peu de pistou. Pour les plateaux, je prépare ma carte. Après, je fais une présentation de la carte avec tout ce qui est commercial, marketing et tout. Et puis après, c'est là où on définit les plats qui sont à refaire ou pas, ou à lancer. Et là, c'est sur un carpaccio de bœuf. On laisse mariner une journée complète dans le soja, le gingembre, le citron vert, l'ail, de la coriandre aussi. La contrainte du chef, c'est le prix. Le coût de revient ne doit pas dépasser 7 € pour un plateau qui sera vendu une vingtaine d'euros. Même à petit prix, il doit ressembler à un plateau fauchon pour séduire le client. Alors le chef a ses petites recettes. J'ai le poulet qui est ici, donc c'est un produit phare que tous les clients demandent. Et puis après, la sauce, c'est une mayonnaise avec du curry rouge. Et puis le riz, c'est une salade de riz, donc ça peut très bien se manger froid comme chaud. Donc c'est là la clé. Car la difficulté pour lui, c'est d'arriver à ça. Un plat qui doit faire saliver uniquement avec des aliments froids. Les ingrédients sont donc extrêmement limités. Il est évident qu'une cuisine froide est très spécialisée en fait. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des champignons par exemple, un champignon froid, c'est pas toujours très bon. Donc c'est plein d'eau souvent, ça n'a pas beaucoup de goût. Et il y a énormément de produits qui ressortent dont toute la saveur ressort quand c'est chaud. Nous, on ne fait que du froid. Donc il faut adapter notre cuisine au froid. Et c'est pas évident tous les jours. L'astuce pour rendre ces plats un peu plus glamour, c'est la déco. Alors je vous prépare un petit dos de cabillaud avec sa bisque. Les plateaux seront transportés. Impossible d'utiliser de la sauce qui éclabousserait l'ensemble du plateau. Les cuisiniers ont donc développé une technique bien particulière. C'est comme un tableau. On ne peut pas signer les plateaux à chaque fois. Mais... C'est important? Très très important. C'est la base. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le client va voir quand il va ouvrir la boîte.
Enfin, le dernier casse-tête, c'est de proposer un menu qui plaise à une clientèle de bureau international. Pas question d'innover, ici on compte sur les valeurs sûres. Donc c'est un peu la difficulté de ce métier, c'est de faire quelque chose de bon, pas trop compliqué non plus, parce que c'est dans le transport, il faut que ça bouge, et il faut que ça plaise à tout le monde. Aussi bien des Anglais, des Français, des Chinois, tout ce que vous voulez. Donc c'est compliqué, voilà. Une fois les plats préparés, la course contre la montre continue. Car le problème, c'est que tout le monde veut être servi en même temps. Et voilà. Alors, tout ça doit partir immédiatement. Ouais. Le client l'attend avec impatience. Les plateaux sont donc tous fabriqués la veille pour le lendemain. Et chaque matin, les livreurs doivent se battre contre le chronomètre. Et tous les matins, c'est speed comme ça? Tous les matins, c'est dans le speed. Ouais. Tous les matins. Aujourd'hui, une quinzaine d'entreprises à livrer rien que pour lui. Embouteillage, problème de stationnement, le moindre grain de sable peut se révéler catastrophique. Pour trouver une place, c'est un problème. Mais bon, là, on a de la chance. On a des places livraison. Bonjour, monsieur. La livraison est juste à l'heure, et ça tombe bien, car la ponctualité, c'est justement la qualité qui a attiré la responsable de cette entreprise vers la formule du plateau repas livré. Si c'est bon, on recommande. Si c'est pas bon, on recommande pas. Nous, on est fermé de midi à 1h. Donc, si on commence à manger à 1h ou 1h moins de quart, après, il nous reste peu de temps pour déjeuner. Donc, si on n'est pas livré avant midi, il y a un problème. Rapidité, ponctualité, qualité. Ce sont les 3 piliers de la réussite de cette société de livraison de plateau repas qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros par an.